Ah, bonjour à tous. Ah, j'ai l'impression qu'il y a plus d'écho. Super. Donc on va ouvrir les micros les uns après les autres. Tout d'abord, en fait, au nom du SOD, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. On est heureux de vous retrouver en ce début d'année, pour un sujet un peu d'actualité, dont tout le monde parle, on en entend parler tous les jours. Tout le monde l'a à la bouche et donne son avis sur le sujet. Peut-être juste un petit point, préliminaire, qui a aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Peut-être rappeler que le FOD vient de relancer sa campagne de cotisation, qu'en fait tout ce qu'on vous présente aujourd'hui ou même, à travers les livres blancs, les webinaires, tout étant entièrement gratuit, le FOD ne vit que de ses adhérents et des contributions de ses adhérents. Voilà, c'est ce qui nous permet de vous proposer tous ces contenus, donc on vous invite à adhérer. Donc l'intelligence artificielle, on l'a déjà abordé dans 3-4 webinaires, dans les mois passés. En fait, sur des en faisant des focus un peu particuliers, on avait fait un webinaire sur, l'adaptive learning, ensuite sur l'ancrage des apprentissages, puis après sur les agents virtuels intelligents et puis lors des rencontres, en fait, fin d'année dernière, c'était une thématique un peu centrale. On avait conduit, plusieurs ateliers dont il y a eu une restitution ensuite, courant novembre. Aujourd'hui, on vous propose, finalement de commencer l'année en prenant un petit peu de la hauteur, en prenant un peu de recul, avec, finalement 2 chercheurs, 2 experts qui vont partager leur point de vue et surtout, discuter avec nous de finalement c'est quoi les enjeux, les opportunités, de toute cette vague un peu qui arrive, sur nous. Donc, comme d'habitude, on a fait un petit sondage en amont pour tester un petit peu la température, donc, merci à celles et ceux qui ont répondu. Vous n'êtes que 58 à avoir répondu, bon, même s'il y a plus de 750 inscrits à ce webinaire, mais ça permet déjà de donner une petite idée. Donc, on voit très nettement que finalement près de 80 des gens n'ont jamais essayé d'utiliser l'IA pour, préparer une intervention ou un webinaire. Et par contre, dans ceux qui ont essayé, donc, seulement 10 sont satisfaits du résultat. Donc, finalement, voilà. Donc ça fait une petite introduction. Donc je vais tout de suite céder la parole en fait, à Denis et Raphaël qui se présenteront, l'un puis l'autre en fait, voilà. C'est parti, à toi Denis. Je coupe mon micro. Bon, bah, j'espère qu'on m'entendra pas trop du fond de la grotte. Rapidement, je me présente. Donc, Denis Christol, chercheur. Je travaille sur le thème de l'apprenance collective ou le désir d'apprendre ensemble. Et puis, je viens de créer ma structure, Apprendre autrement. Après plusieurs années passées à l'association Progrès du Management, j'ai été pris du désir d'entreprendre à force de fréquenter des entrepreneurs. Et je m'intéresse maintenant à accompagner les organismes de formation à former des facilitateurs. Voilà rapidement. Alors, en fait, j'ai été pris l'été dernier d'une frénésie de lecture sur l'intelligence artificielle. Et plus je lisais, plus je me disais, mais il se passe quelque chose. Donc, j'ai décidé d'écrire un bouquin en rassemblant toutes mes notes. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le bouquin s'appelle Apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle. Et ma charmante éditrice, que je salue, que j'aime et que je vénère, a été OK pour donner un chapitre du bouquin, un extrait du bouquin, pour ceux qui ont envie. Voilà, on peut enchaîner le propos. Alors, tout d'abord, la première idée, est-ce que l'IA est une prothèse, c'est-à-dire quelque chose qui vient combler un manque? Donc on aurait un manque de savoir, un manque de puissance de calcul, un manque d'intelligence, et cette intelligence viendrait nous compléter en quelque sorte, ou est-ce que c'est une orthèse? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui vient hausser notre pouvoir de penser, notre capacité d'agir? Ça, c'est une des premières questions qu'on peut se poser, puisque finalement, l'intelligence artificielle, eh bien, elle vient transformer notre rapport au savoir. Et c'est ce qu'on va explorer dans ce temps. Un premier élément, c'est quand on parle d'intelligence artificielle, on a tout de suite en tête les thèmes de la science-fiction et les mythes ténébreux. Alors c'est le golem, c'est Terminator, c'est toutes ces forces qui viennent dépasser l'humain. Et on pense l'intelligence artificielle toujours comme étant en compétition. Or, on ne peut pas être en compétition avec une voiture, on ne pourra pas courir plus vite qu'une voiture. Et puis, on ne peut pas non plus être plus fort en calcul maintenant qu'une intelligence artificielle.
Vous connaissez tous les échecs sur lesquels maintenant l'homme ne peut pas gagner. Par contre, est-ce qu'on sera vraiment vers Terminator? C'est pas sûr. On pourrait aussi être vers Kalinator. Kalinator, c'est une intelligence artificielle qui finalement vient développer des circuits, nos circuits de dopamine. Vous voyez, on va générer du plaisir, on va générer de l'envie. Et à un moment donné, cette intelligence artificielle, parce qu'elle nous donne du pouvoir d'agir, eh bien, elle augmente notre sentiment d'efficacité personnelle. Tout d'un coup, on est capable de produire des images, de faire des choses beaucoup plus belles. Et ça, c'est quelque chose qui nous augmente, qui nous agrandit. Donc plutôt Kalinator que Terminator, à mon avis. Ce qu'on voit à travers l'intelligence artificielle, c'est que c'est un disrupteur majeur. Alors, pour changer le monde, il y a 1000 ans, il fallait être empereur. Peut-être qu'il y a un siècle, il fallait être milliardaire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il suffit de maîtriser l'intelligence artificielle? Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser, tellement il y a une capacité, une technologie intellectuelle, on appelle ça comme ça, qui est accessible à l'ensemble des personnes pour transformer des textes en images, des images en sons, des sons en visuel. Donc, au passage, on vient interpeller l'approche sémantique traditionnelle, où on avait d'une part des signifiants, des signifiés et des référents, et là, ça devient très mobile. Entre le contenu, le contenant et le vecteur, tout ça se mélange. Et ça apporte des questions dont on n'a encore pas les réponses. Un enjeu est extrêmement important. Moi, je le placerai sur l'éthique pédagogique. Souvent, on nous vend l'intelligence artificielle comme étant capable d'individualiser, voire de personnaliser la formation. Et on nous dit, voilà, il y a des ergonomies qui vont favoriser toute une forme de glissement, hein. On parle d'affordance, c'est-à-dire que l'outil suggère son propre usage. C'est ça l'affordance. Or, cette façon d'imaginer que la machine va penser à notre place, eh bien, ça pourrait affaiblir nos choix conscients. On le voit déjà à travers les suggestions de mots dans nos téléphones portables. Eh bien, avec l'intelligence artificielle, sans qu'on en ait conscience, il y a des biais d'opinion qui apparaissent. Alors, je vous ai mis dans le diaporama une production de biais d'opinion. Vous verrez l'enquête, on donnera le diaporama après. Mais c'est assez hallucinant de voir que la façon de penser ces intelligences artificielles font que finalement on va plutôt orienter nos choix plutôt que dans une autre. Une autre difficulté que je perçois, c'est la perte d'auto-direction de nos apprentissages. On sait depuis le psychologue Albert Bandura que le fait de se choisir soi-même ses orientations consolide une motivation intrinsèque. Et lorsque la machine décide à notre place de l'exercice qu'on va faire, en disant bah, on va te faire un apprentissage adaptatif, tu vas pouvoir progresser selon un ordre pensé pour toi, eh bien finalement on diminue, moi je suppose qu'on diminue notre capacité d'auto-direction de ces apprentissages. C'est pas mes erreurs que je fais, mais je suis confronté à une autre façon de penser, de voir. Un enjeu économique, ChatGPT, c'est 3 millions d'utilisateurs en une semaine. C'est assez unique, donc ça c'est Statista qui nous donne ces éléments, et 100 millions en un mois. C'est du jamais vu. C'est une double prise de position, d'une part sur ce marché des techniques intellectuelles qui ringardisent en un claquement de doigts les moteurs de recherche qui pourtant étaient assis sur des marchés publicitaires, étaient complètement en capacité eh bien, de guider des opinions, de construire des façons de penser. Et puis, c'est également la fluidification de contenu absolument incroyable où très rapidement on est capable de produire des contenus. Là, je vous ai mis un petit exemple qui a été fait par Roshan Kerbush à Bruxelles Formation. Vous pourrez le tester, c'est tout à fait amusant. On pose une question et puis on a une réponse orale très rapide. Il y a quelque chose qui est vraiment de ce qu'on imaginait dans la science-fiction. D'ailleurs, on voit que tout ce qui était imaginé dans la science-fiction est en train de se réaliser. Par exemple, là, récemment, au salon de Las Vegas, on a inventé le miroir magique. On se regarde, le miroir nous observe, fait de la reconnaissance faciale, nous renvoie des éléments d'humeur, il nous propose des images qu'on peut avoir envie. Donc, on voit quelque chose qui ouvre des marchés économiques considérables. Je rappelle quand même ce que nous dit Noam Chomsky.
que certains connaissent, c'est l'inventeur de la grammaire générative. Pour lui, le langage est une puissance intérieure humaine permettant de générer et de comprendre grâce à un nombre infini de propositions qui expriment la pensée. Donc c'est intéressant de voir que pour Noam Chomsky, il y a une infinité de propositions qui peut exprimer une autre infinité de propositions. Et j'ai relu récemment ce bouquin-là de Francisco Varela. Et Francisco Varela, il nous rappelle une chose, et ça c'est un bouquin qui date des années 80, donc il y a plus de 30 ans, il nous rappelle, Francisco Varela, qu'il n'y a de connaissances incarnées. Et souvent, on est dans notre quête de savoir et on confond le savoir avec l'apprentissage. On cherche le savoir, on ne veut pas apprendre. Donc, ça renforce cela, cette intelligence artificielle. Donc, il y a une prudence dans cette tendance qui est de dire je sais des choses, mais en réalité, je ne les ai pas apprises. Un enjeu pédagogique. Pour moi, il y a une question pédagogie fossile qui était tournée vers le passé, c'est-à-dire qu'on regardait des éléments du passé et on disait voilà, on va se remémorer des choses, on va réussir à des examens parce que on est capable de ressortir des éléments. Et avec l'intelligence artificielle, on voit que le passé, si on se contente d'être dans la remémoration comme épreuve d'examen, eh bien, on a tout faux. On voit des écoles comme Sciences Po qui disent attention, c'est de la triche. Peut-être que l'intelligence artificielle nous pousse à aller explorer des expériences singulières, ses désirs, son imaginaire. Et c'est peut-être là que ça nous pousse à aller vers le futur et à changer des modèles transmissifs descendants, être plutôt dans des modèles d'exploration. Alors, autre petit enjeu, c'est un enjeu technologique. Des centaines de millions de requêtes, ça équivaut à 1 gigawatt par jour. Donc la consommation énergétique de 1000 ménages américains, c'est considérable. En Espagne, une région a dû choisir entre un data center et l'irrigation des terres. Vous voyez où on en est à ce moment-là. Donc prudence, là aussi, dans nos surusages. Alors opportunité, gain de temps, c'est le temps de cerveau disponible. Mais que faire de ce temps de cerveau disponible? Donc moi j'en appelle à une dimension personnelle, une dimension créative, une dimension imaginative. Donc utilisons notre pouvoir de créer avec l'intelligence artificielle et pas simplement ne nous transformons pas en presse-bouton organique d'une certaine façon. Hein. C'est ça qu'on peut voir à travers ce gain de temps, c'est utilisons ce temps pour créer, pour imaginer des solutions ensemble. Faisons la place à l'intelligence collective. Ce qui veut dire pour la formation, aller vers plus de facilitation, accompagner les groupes à créer par eux-mêmes. Ils peuvent fabriquer d'ailleurs des super tutoriels avec toute cette intelligence artificielle. Ça renvoie à une approche que moi j'appelle l'approche phénoménologique de la formation, c'est-à-dire partir de son ressenti, partir de son vécu, et donc pousser cette analyse de la situation singulière, vécue seule ou à plusieurs. Donc plutôt que de la singularité technologique, moi je vois une singularité humaine qui peut se mettre en place. La singularité technologique, c'est cette espèce de super IRA qui contrôlerait tout. Le gain de liberté que nous permet cette IA, eh bien, c'est probablement un gain qui fait que le formateur va être amené à être plutôt facilitateur. Donc la facilitation, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance un peu nord-américaine avec l'idée des icebreakers, de toute cette centration sur le design, sur des processus ludiques, etc. Et puis il y a une autre tendance plutôt scandinave, qui est qu'on facilite l'éclosion de sociétés, plus harmonieuse, plus inclusive. Moi, je tente plutôt dans cette direction. Au passage, je pense que l'IA va nous conduire à aller de la formation professionnelle et de tendre toujours plus vers l'apprenance, c'est-à-dire une agentivité individuelle plus forte dans le désir d'apprendre. Juste, reviens un tout petit peu sur la diapo précédente parce que c'est un point important. Pour moi, la formation est moins un décor dans lequel on place l'apprenant qu'un milieu dans lequel il est amené à co-construire. Et l'intelligence artificielle va nous amener à co-construire, ce qui nous envoie vers d'autres pratiques que j'appelle en langage un peu scientifique une mésogénèse, donc une composition des milieux avec les facilitateurs et les apprenants. Conclusion, nous avons des émotions paléolithiques, donc on se laisse dominer par la machine. On a des institutions médiévales, c'est-à-dire que nos entreprises veulent continuer à tout contrôler, et puis des technologies dignes des dieux, puisque tout ce qu'on a imaginé, eh bien, on est en train de le réaliser dans l'histoire de l'humanité, on est en train de le réaliser avec ces technologies.
Petite mise en alerte, pendant que l'IA s'humanise, l'humain se mécanise, devient un presse-bouton organique. N'oublions pas qu'on a des ouvriers philippins qui sont en train d'étiqueter nos images, nos contenus, pour que nous puissions nous jouer à ce que ces paramètres puissent apporter un ensemble de choses. Donc il y a quand même une dimension humaine, hein. Il y a des travailleurs qui sont un peu exploités aussi par ces machines. Petit constat, l'IA ignore l'éthique, ne sait pas concevoir de concept et est incapable d'autosaisissement de soi. Donc une question que j'aimerais nous poser, c'est pourquoi nous allons tout droit vers cette auto-prophétie réalisatrice dont on ne perçoit pas la portée. Je le disais tout à l'heure, Kalinator flatte notre capacité de créer, flatte notre capacité de produire des choses incroyables, mais on voit que, par exemple, avec Midjourney, on arrive à faire des illustrations incroyables, celles que je présente, par exemple, en ce moment. Donc ça, c'est juste fantastique et on est content d'avoir ça. Peut-être pour conclure, si l'ère industrielle a marqué le réchauffement de la planète, l'ère de l'IA est caractérisée par le réchauffement des esprits. Donc ça, c'est une citation de Paul Virilio qui me semble très juste. On voit que finalement, l'IA contribue à une forme d'accélération. Et cette accélération, eh bien, dans un certain nombre de cas, elle va apporter des choses qui sont tout à fait positives. Je pense alors, il y a une question, c'est qu'est-ce que l'autosaisissement de soi? Eh bien, c'est l'idée de se dire, et notamment ça a été porté par le Covid, j'ai vécu des choses importantes, j'ai été enfermé, j'ai envie de me recentrer et de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et ces outils-là peuvent permettre d'offrir des nouvelles possibilités. Mais d'un autre côté, on voit tout le coût à payer, qui est extrêmement élevé en termes écologiques, en termes sociétal, et les risques pédagogiques de dépendance, finalement, une forme d'individualisation qui ne serait pas pilotée par l'individu lui-même. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on prend quelques questions, Loïc? Tu peux couper ton micro, Denis, là, juste le temps que... Merci. Oui, je vous propose de prendre 2-3 questions. Il est 11h53, avant d'enchaîner. Denis. Oui, du coup, tu as conclu sur l'impact écologique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de réactions dans le chat. Pas vraiment de questions, mais plus des réactions. On a des chiffres, je crois qu'il y en a qui circulent, etc. Est-ce que tu peux nous dire sur des évaluations de l'impact, finalement, écologique? Alors, il y a un chiffre qui circule beaucoup, c'est toute la dimension Internet, c'est 10% de l'énergie qui est consommée. On voit aussi qu'entre l'usage de son cerveau et l'usage d'une intelligence artificielle pour faire une simple recherche, c'est une consommation de 1000 fois plus d'énergie pour l'IA que pour le cerveau humain. Donc, moi, je suis à la fois fasciné par l'IA et tout ce potentiel que ça nous apporte, et en même temps assez critique par rapport au coût à payer par rapport à cela. Peut-être une deuxième question. A-t-on une étude sociologique des utilisateurs? Alors, on voit que déjà, les enseignants se sont précipités dessus. Alors moi, je me suis centré sur cette population-là. Plus d'un enseignant sur deux y va, commence à réfléchir. Donc, soit ils se mettent en mode défensif et avec l'idée d'interdire, soit à un moment donné, ils disent mais comment on peut apporter des IA dans des groupes pour rendre actif le groupe, construire ses propres problématiques. Donc c'est une approche de construction du savoir par les groupes, assistée par ces précepteurs individuels ou collectifs qu'on va pouvoir intégrer. Ça va nécessiter probablement de la part des formateurs de développer l'esprit critique, le sens critique, puisqu'on peut trouver énormément d'informations et de nombreuses informations fausses, puisque c'est une machine aussi à fabriquer des croyances. Donc il y a une grande prudence à avoir. Je n'ai pas parlé des biais éthiques, mais dans le médical, on s'aperçoit que si on est aux États-Unis, une femme noire, on a moins de chances d'être
diagnostiquer d'un cancer du sein que si on est une femme blanche. Donc il y a tout un ensemble de biais qui arrivent et qui nécessitent effectivement d'apprendre le sens critique. Donc les soft skills qu'on nous propose, apprentissage coopératif, il faut le renforcer. Apprendre à apprendre, il faut le renforcer. Apprendre du sens critique, on peut le renforcer. Il y a plein d'usages qu'on peut voir dans l'IA. Alors des organismes de formation qui vont fabriquer des QCM, qui vont fabriquer des ressources. Je pense à Calimedia à Montpellier qui utilise ça massivement. On voit beaucoup d'organismes qui vont fabriquer également des diaporamas ou qui vont préfabriquer des dispositifs puis les améliorer. Donc on sait que tout n'est pas parfait, mais sur des bases de travail, on gagne un temps qui est estimé sur certains métiers à 17 voire 20% de temps. Peut-être une troisième question avant de passer à Raphaël. Une question un peu en jeu de mots provocatrice quelque part. Effectivement, on parle beaucoup de compétences promptes et compétences à prompter. En fait, la question est, et si le prompt attitude nous rendait moins curieux et accessoirement moins prompt à l'effort? Alors de rechercher par soi-même. Alors oui et non. Souvent on parle d'intelligence artificielle. Moi je dirais qu'il y a un artifice d'intelligence. Donc là il y a quelque chose qui nécessite pour nous de composer avec le milieu que nous travaillons. Rapidement, la sélection entre guillemets des élites dans le monde, ça s'est fait d'abord avec le latin, puis après avec l'anglais, puis maintenant avec le codage. Et si maintenant ça devenait simplement notre langue naturelle, la maîtrise de notre langue naturelle, qui pourrait être une compétence importante. On voit plein d'usages des IA qui sont en capacité de traduire d'une langue à l'autre instantanément. Donc on est au prompteur de Star Trek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série de science-fiction où tout le monde se comprend alors qu'ils viennent d'environnements différents. Donc la capacité langagière va devenir une capacité importante, ainsi que la culture générale, probablement, parce que si vous demandez à Midjourney de vous faire des images, vous fera des images basiques. Mais si vous commencez à utiliser des références art déco ou des références de styles architecturaux, littéraires ou artistiques, eh bien vous aurez d'autres formes plus élaborées, y compris dans la capacité de décrire ce que vous voulez obtenir. Donc la capacité langagière revient en force. Merci, je vous propose de passer à Raphaël. Merci pour votre attention. Bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas d'écho? Ouais, c'est bon. Et est-ce que ça bouge les slides là quand j'appuie? Juste pour être sûr. Non? Si, c'est bon? Ok. Donc bonjour à tous. Raphaël Grasset, donc je suis chercheur, enseignant et entrepreneur dans le domaine des sciences cognitives, issu du même laboratoire de recherche que Denis, donc on ne va pas trop se contredire l'un et l'autre. Je vais juste, je pense, apporter des éléments qui vont dans ce sens-là, mais avec une approche un petit peu différente, en me concentrant plus sur la partie pédagogique directement. Voilà. Donc je suis le fondateur de Trendy, qui est une société d'innovation pédagogique, et c'est vrai qu'avec Denis, finalement, on a un peu pris la même direction cette année, puisqu'on offre tous les deux des formations de formateurs sur la facilitation en changement de posture des formateurs vis-à-vis de l'IA. Donc on a vraiment un peu la même dynamique. Donc juste pour vous dire, c'est les slides qui vont passer, c'est issu d'une intervention que j'ai faite pour le FOD aux journées à Amboise, d'une présentation qui s'appelait le triangle des Bermudes de l'IA pédagogique. Et donc j'ai coupé un petit peu parce que j'avais pas autant de temps, mais on va quand même passer sur cette métaphore du triangle des Bermudes, donc de l'utilisation de l'IA pédagogique. Donc mon approche aujourd'hui, c'est de reprendre le triangle de Hussain, et qui est un triangle qui permet, je sais pas, vous avez vu le changement de slide, hein, c'est bon, juste pour être sûr. Ok. Permet de décrire n'importe quelle situation pédagogique, on va dire, qui regroupe en général un formateur, un apprenant et du savoir. Et donc, on a différentes relations fonctionnelles entre ces différents acteurs. On va avoir la relation didactique, la fonction didactique, qui est comment un formateur va
formater une partie du savoir pour l'apporter à un apprenant. Donc on va avoir de la didactique du sport, de la didactique de la musique, de la didactique des langues. Donc c'est spécifique à chaque domaine de savoir. On va avoir la pédagogie en elle-même, qui est la relation que le formateur va entretenir avec l'apprenant. Comment je vais motiver mon apprenant, comment je vais gérer un groupe, etc. Et on va avoir quelque chose d'un peu moins connu qui s'appelle la mathétique, qui sont la relation entre l'apprenant et le savoir, qui est toutes les stratégies cognitives et métacognitives qu'un apprenant va mettre en place pour accéder au savoir. Et donc, déjà, un premier point pour penser l'IA pédagogique, c'est de se dire que ce n'est pas une IA pédagogique, mais ça va être plein d'IA pédagogiques, donc de le mettre au pluriel, parce qu'en fait, c'est la combinaison de différents modèles qui va faire l'efficacité de l'intégration d'une IA dans notre pédagogie. Et donc, ce triangle, ça permet juste de se rendre compte de cette multifonctionnalité, en fait, de l'IA. Donc, pour vous donner des exemples, si on prend par exemple la didactique, on peut avoir différentes activités, alors qui sont aujourd'hui très utilisées, donc vous devez tous à peu près les connaître. Par exemple, récupérer du contenu, générer des exercices. Donc ça, il y avait des modèles qui étaient sortis il y a un an à peu près, Hayden ou autres, issus de ChatGPT, qui permettaient vraiment d'aller récupérer du contenu intéressant vis-à-vis d'une thématique ou de générer des exercices, des examens, voilà, en fonction d'un certain niveau d'études, ou etc. Aujourd'hui, ces modèles qui ont été développés il y a un an, ils sont quasiment même plus utilisés. On peut utiliser des modèles spécifiques. Il y a le ChatGPT Shop qui est sorti hier. Hier, OpenAI a ouvert son magasin de GPTs, donc où chacun peut donner aux autres accès à des GPT spécialisés. Et donc, potentiellement, on pourrait en avoir sur la curation et la génération. L'ingénierie multimodale, ça va être l'idée de pouvoir proposer des ressources pédagogiques sous forme de différents formats. On peut penser à Agen ou des choses comme ça qui proposent par exemple à partir de textes de générer une vidéo. Donc on pourrait très bien avoir Brad Pitt qui nous fait notre cours de compta ou autre. Voilà, donc ça c'est vraiment de transformer du texte en vidéo, en audio, etc. Et l'idée d'aller encore après, c'est l'ingénierie adaptative. Ça va être en fonction du profil d'un apprenant, de ses connaissances, de sa manière dont il apprend, de lui proposer un parcours adapté, multimodal, donc en fonction aussi de ses besoins et de ses contraintes. Et ça, l'IA va pouvoir le faire, alors qu'aujourd'hui, en termes de ressources, que ce soit les OF, les entreprises ou autres, on était un petit peu limités. Donc voilà, l'aspect didactique, c'est vraiment tout ce qui est la construction en fait, des ressources pédagogiques. L'aspect pédagogique, on peut avoir aussi de l'aide de la part de l'IA en termes de remédiation, par exemple. Là, je pense à Khanlingo, donc de la Khan Academy, qui est un chatbot qui a été créé pour aider l'apprenant à comprendre les erreurs qu'il faisait et à lui expliquer en fait son fonctionnement mental. Et ça marche vraiment très très bien. En termes d'évaluation, on peut aussi penser, vous connaissez peut-être Duolingo pour l'apprentissage des langues, qui ont des modèles, alors qui sont des modèles en fait de statistiques bayésiennes qui datent des années 50 en fait, mais qui avaient besoin d'un peu de puissance de calcul, surtout vu le niveau de précision à laquelle eux ils le font. Mais ils savent très très bien évaluer à un niveau de granularité extrêmement fin qu'est-ce que vous savez et qu'est-ce que vous risquez de ne pas savoir à n'importe quel moment en fait de votre progression dans leur parcours linguistique. Donc ça, à ce niveau-là, c'est une puissance de calcul assez impressionnante, mais qui permet d'être très précis et d'accompagner l'apprenant, vraiment de booster son parcours. Et en termes d'animation, alors là, je me réfère plutôt à des modèles d'IA qui sont pas encore aujourd'hui intégrés dans l'éducation, mais plutôt dans le côté marketing, qui sont sortis en Chine il y a quelques mois, qui sont des IA qui permettent en fait de filmer quelqu'un en train de parler pendant 1 ou 2 heures. Et ensuite, on peut créer une espèce de chaîne vidéo en fait, où on interagit avec un avatar quasiment qui n'existe pas en fait, et qui présente. Alors en Chine, c'est utilisé pour vendre des produits H24, et il y a des influenceurs qui ont 5 ou 6 avatars d'eux qui tiennent différentes chaînes en même temps, mais on peut interagir avec eux et l'avatar va répondre directement en live, en vidéo, aux questions qui sont posées. Donc on peut très bien imaginer l'utilisation de ce genre de technologie dans l'animation de webinaires en ligne. Peut-être que dans 1 an, le FOD, il y aura un avatar d'Aurélia et de Loïc qui animeront des webinaires, et puis eux, ils seront en train de faire autre chose ailleurs. Voilà, ça peut être une utilisation envisageable, mais donc aussi pour la formation. Et enfin, l'aspect mathétique, donc là, c'est plus en fait vraiment la relation directe de l'apprenant au savoir. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est profiler l'apprenant.
Donc il y a plusieurs manières de faire ça, hein. On peut utiliser des gros modèles d'IA, mais qui prennent en général 2 à 3 ans de traces dans des LMS pour savoir qui on a en face de soi. Ou alors on peut aussi utiliser, nous chez Trendy, on a un test psychométrique adaptatif qui permet, Learning Coach, qui permet en 6 minutes en fait, d'avoir une vingtaine de variables sur l'apprenant. Et ça peut être utilisé ensuite derrière, à la fois en accompagnement humain, on va dire, directement par le formateur pour savoir qui il est en face de lui, mais aussi par ensuite d'autres IA. C'est pour ça que je parlais d'IA pédagogique au pluriel, c'est-à-dire que les unes vont nourrir les autres, en fait. Donc on peut imaginer que le profil de l'apprenant peut être utilisé dans le modèle de remédiation pour avoir une remédiation encore plus précise. Et donc c'est des modèles indépendants. Donc vraiment savoir qui on a en face de soi pour adapter la proposition pédagogique. En termes d'orientation, il y a une IA qui avait été sortie qui s'appelle Orientia, mais alors là, c'est là où ça devient difficile pour les IA, c'est de prendre en compte le contexte de l'apprenant, en fait. C'est ça, aujourd'hui, on ne sait pas encore très bien faire, mais de plus en plus, on y arrive, de savoir quoi proposer comme parcours, comme parcours à la fois pédagogique, mais aussi comme parcours de compétences sur de nombreuses années, en fait, pour évoluer en fonction aussi des enjeux du marché, etc. Donc, c'est vraiment de l'agglomération de plein de données différentes que les IA peuvent proposer. Et ce qu'on appelle un EPA, un environnement personnel d'apprentissage, les IA peuvent aussi nous aider en fait à la fois à générer et à cataloguer en fait toutes les ressources qui nous sont utiles en tant qu'apprenant. Voilà. Donc en fait, c'est juste pour vous donner une idée que ce triangle pédagogique, il permet en fait de catégoriser un peu l'aspect fonctionnel des différentes IA qu'on peut avoir. Et c'est une approche qui peut être utilisée dans toutes vos conceptions pédagogiques ou autres, parce que ça vous permet de réfléchir à qu'est-ce que je mets et où, en fait, et à quel endroit, à quel moment, etc. Et donc moi, quand j'ai des clients qui viennent me voir pour me demander de l'aide sur l'intégration d'IA dans leur parcours ou autre, et ben c'est vrai que c'est assez utile pour leur faire comprendre ça. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, cette conférence au début a été nommée le triangle des Bermudes de l'IA pédagogique. Et donc, l'idée, c'était de se dire on a un triangle pédagogique, et donc dans le triangle des Bermudes, il peut y avoir des disparitions. Et donc, au niveau des acteurs qu'on a, l'apprenant, le formateur et le savoir, qu'est-ce qui risque en fait? Donc, les prochaines slides ne sont pas forcément les plus agréables pour ceux qui sont partis en particulier formateurs, mais c'est un peu une exploration de voir qu'est-ce qu'on peut envisager de l'évolution en fait de l'intégration de l'IA dans la formation. Alors la première chose, c'est de se dire, aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, mais il ne faut pas oublier que aussi il y a des robots. Et j'avais montré une petite vidéo, là j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, qu'on mettra peut-être en lien, Loïc, après pour le replay, de l'évolution en fait des robots, entre autres de ceux de Boston Dynamics. Là ici vous avez Atlas. Ces 10 dernières années, et c'est assez impressionnant. Et en fait, d'ici 3 à 5 ans, on va se retrouver avec des robots un peu partout. Et juste, je note aussi le prix d'Atlas qui aujourd'hui est à 150 000 $. Et je regarde le salaire médian d'un formateur en France en 2023, c'est à peu près 30 000 €. Donc voilà, c'est un investissement à 5 ans d'un point de vue comptable, c'est complètement jouable pour toutes les entreprises et les formateurs si on amortit les coûts. Donc juste pour vous dire, si on combine en fait IA et robot, qu'est-ce que ça peut donner? Donc qu'est-ce que je suis allé faire? Je suis allé prendre le titre RNCP de formateur professionnel d'adulte et je suis allé regarder ce que la combinaison de IA et robot pouvait ou pouvait ne pas faire aujourd'hui. Alors, la première partie du titre, c'est concevoir et préparer la formation. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce qui est conception, donc qui rentre plutôt dans la partie didactique, c'est aujourd'hui assez accessible à tout ce qui est IA. Donc ça, c'est pas vraiment un souci. Donc j'ai mis en vert, orange ou rouge en fonction de la difficulté de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Ensuite, animer une formation et évaluer les acquis des apprenants. Donc tout ce qui est évaluation des acquis et remédiation des difficultés, ça on l'a vu, il y a déjà des modèles qui existent et qui sont très fonctionnels et qui permettent de gérer des dizaines de milliers d'apprenants en même temps. Ce qui est de l'animation de la formation, donc c'est là où pour l'instant aujourd'hui on n'y est pas encore, hein. Aujourd'hui vous voyez un robot comme ça, Atlas, c'est pas très sympa pour envoyer ça dans une salle de classe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi que dans les laboratoires de robotique, il y a énormément de ce qu'on appelle de robotique émotionnelle qui est en train d'être travaillée, donc pour justement fournir des robots qui sont émotionnellement aptes, enfin qui sont émotionnellement acceptables pour les gens qui vont avoir en face d'eux, les utilisateurs. Donc on travaille beaucoup sur ces choses-là. Donc à la fois combiner potentiellement un robot en présentiel ou un avatar en distanciel qui permet de gérer l'animation d'une formation, c'est pas inenvisageable dans les 5-6 ans à venir, quoi.
Pour ce qui est de l'accompagnement des apprenants en formation, là c'est un peu moyen dans le sens où c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est difficile pour les IA, c'est de prendre en compte le contexte de chaque apprenant, parce qu'elles ont le contexte de ce qu'il y a en face d'elles, même si elles ont du mal à s'adapter parfois. Là encore, il y a des nouveaux modèles qui permettent, qui sont en cours de conception dans les laboratoires, sur comment une IA peut s'adapter en temps réel et apprendre en temps réel. Vous avez souvent entendu dire que ChatGPT avait une limite de savoir avant, à mars 2021, puis ça a été mis un jour à mars 2023, etc. Et là, l'idée, c'est d'avoir des modèles qui s'adaptent et qui apprennent en temps réel. Donc voilà, ça de plus en plus, l'accompagnement en temps réel des apprenants en formation, ça va pouvoir se faire. Le développement professionnel, ça rejoint le point d'avant de prendre en compte le contexte de l'apprenant qui est difficile aujourd'hui. Et inscrire sa éthique professionnelle dans une démarche de qualité. Alors ça, c'est complètement faisable. Par exemple, on peut imaginer un ensemble de robots qui donnent des cours dans différentes formations et qui, la nuit, s'envoient des données sur les petites expérimentations pédagogiques qu'ils ont faites. Il y a ce qu'on appelle les réseaux adversifs, qui sont des IA en fait, qui s'entraînent l'une contre l'autre pour voir laquelle a les meilleurs résultats, si je simplifie globalement, et qui permettent petit à petit de s'améliorer comme ça. Et donc, en fait, c'est un peu ce que fait Tesla avec ses voitures, où toutes les nuits, ils récupèrent les données de toutes les voitures qu'ils ont dans le monde entier. Ils font travailler ça dans les serveurs Tesla et ils updatent ensuite les voitures pour qu'elles soient plus efficaces. Et donc, aujourd'hui, un humain va avoir du mal à s'améliorer à la vitesse où s'améliorent les IA, puisqu'elles ne dorment pas. Et voilà. Donc, les pratiques professionnelles, l'amélioration continue, ça, c'est quelque chose. On peut se dire aujourd'hui, on a du mal à imaginer un robot ou une IA remplacer un formateur en salle de classe, mais la vitesse à laquelle elle s'améliore dépasse largement ce qu'on peut percevoir. Voilà. Donc ça, il peut faire un peu peur, mais on va voir qu'il y a d'autres choses derrière qui servent un peu de garde-fou. Ne vous inquiétez pas. On a aussi la disparition du savoir. Alors, le savoir, si on accepte le savoir comme un ensemble d'informations socialement acceptées comme vraies, c'est la définition du savoir, on peut se poser quelques questions. Moi, récemment, j'ai reçu une pub sur mon téléphone pour TikTok Learning. Donc, TikTok comme plateforme d'apprentissage, le futur LMS de votre organisation, quoi. Donc, même s'il y a des gens qui font des créateurs qui font des choses très bien sur TikTok, je doute quand même que ça dépasse l'infodivertissement. Et donc, c'est de ne pas confondre en fait ce que c'est que le savoir et l'infodivertissement. On a aussi tout le problème des fake news, du vrai et du faux savoir. Et donc, comme dans la définition, c'est pour ça que j'ai remis cette définition, c'est des informations qui sont socialement acceptées, c'est-à-dire que socialement accepté, c'est accepté dans un cadre spatio-temporel donné, c'est accepté dans une société donnée. Le savoir des Grecs d'il y a 2000 ans n'est pas le même que le nôtre, on n'accepte pas les mêmes choses. Et le problème de ces modèles d'IA, c'est que c'est souvent développé par des entreprises privées qui ont des moyens de choisir en fait qu'est-ce qu'ils mettent en avant ou pas. Et donc c'est plus socialement accepté parce qu'en fait c'est organisationnellement montré comme vrai. Et donc on ne sait plus en fait à quoi on peut se fier. C'est par exemple Meta, donc Facebook, ils ont développé un modèle qui s'appelle Donuts il y a quelques mois, qui permet de scroller en fait toutes les articles scientifiques, y compris ceux qui n'étaient pas numérisés, parce qu'on a beaucoup d'articles scientifiques qui ne sont pas forcément au format texte, et donc de le mettre à disposition. Sauf qu'après, en fait, comment on sait quels accès, quels savoirs ils ont reconnus comme étant vrais ou pas? Est-ce qu'ils ont touché derrière? Est-ce qu'ils ont valorisé certains contenus ou pas? On ne sait pas. Donc voilà, ça pose cette question-là. Savoir déclaratif versus procédural. Aujourd'hui, toutes ces IA-là traitent principalement de savoir déclaratif, c'est-à-dire des faits qu'on peut partager, mais le savoir procédural, tout ce qui est lié au mouvement, au geste professionnel, ça ne le traite pas. Donc ça valorise encore une fois le savoir un peu intellectuel, là si je simplifie, vis-à-vis du savoir manuel, quoi. Donc il y a aussi des IA à mettre en place pour accompagner l'acquisition de gestes. Et ça, pour l'instant, c'est pas encore très en place. Et enfin, alors là, c'est vraiment un peu provoque de ma part, savoir carbone versus silicone, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment où les IA vont pas avoir une conception du savoir que nous, en tant qu'être humain, on n'arrivera même pas à comprendre, à appréhender en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas un savoir parallèle qui va pouvoir se développer entre des IA, quoi. Puisque, comme je le disais précédemment, les IA aujourd'hui, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'elles parlent de plus en plus, elles vont être amenées à parler entre elles et à générer du contenu entre elles.
Et le futur en fait de l'IA, c'est pas de faire des modèles de plus en plus gros comme on a pu entendre parler avec les LLM, mais ça va plutôt être de faire des nuages d'IA qui vont parler entre eux, quoi. Et ça, c'est vraiment les théories des systèmes émergents. C'est en général, on arrive à une certaine forme d'intelligence à partir du moment où on arrive à combiner des choses simples. Si vous reprenez le jeu de la vie, tout à l'heure, Denis parlait de Francisco Varela, donc toute l'école de Palo Alto, avec le jeu de la vie, justement, où à partir de règles très simples, on arrive à créer des choses très compliquées, en fait. C'est vraiment tout ce qui est lié à l'émergence. Voilà pour le savoir. Et enfin, pour l'apprenant, bah, Denis, on a aussi parlé, en fait, le besoin d'apprendre qui est remis en question. Moi, j'ai fait ma thèse, entre autres, sur ce qu'on appelle la mémoire transactive. C'est l'idée de déporter une partie de ses connaissances à l'extérieur de soi. Donc, le livre est une mémoire transactive. Google est aussi une mémoire transactive. Et aujourd'hui, les chatbots, ChatGPT et autres, deviennent de plus en plus des mémoires transactives. Et on est de plus en plus amené à accepter de déporter une partie de ses connaissances, parce qu'aussi, on a plein et on n'a pas le temps d'être toujours à jour. Mais il faut aussi quand même avoir en soi une partie des connaissances nécessaires au moins à la réflexion et à savoir quand est-ce que je dois aller chercher tel ou tel savoir à l'extérieur de moi. Et ça, on voit quand même qu'il y a une tendance à de plus en plus attendre le dernier moment, donc c'est aussi le point du rapport au temps, d'attendre le dernier moment pour aller chercher une connaissance en se disant j'ai juste besoin de demander à ChatGPT comment faire telle ou telle chose et je saurai le faire. Et en fait, une compétence, c'est pas juste savoir, c'est aussi le mettre en application dans un contexte donné, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller pour voir comment ça va évoluer dans le temps, pour qu'il n'y ait pas trop de gens qui s'attendent le dernière minute pour aller demander une connaissance à une IA pour remplacer en fait un effort d'apprentissage. Tout ce qui est lié à l'apprentissage pratique versus intellectuel et le rapport au temps, c'est à peu près la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de temps et donc on va à l'option de facilité, quoi. Le petit point un peu provoque, c'est l'apprentissage instantané. C'est Matrix. Je télécharge dans mon cerveau une application pour savoir piloter un hélicoptère comme Neo, dont je ne sais plus quel épisode. C'est l'idée de Neuralink, hein, la société d'Elon Musk qui veut faire ça. Aujourd'hui, on arrive à le faire dans un sens, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut à peu près savoir ce qui peut se passer dans un cerveau, au moins sur des chats. C'est-à-dire que des chats, on peut savoir s'ils pensent à leur humain ou s'ils pensent à d'autres chats. On arrive à interpréter les signaux neuronaux. Mais aujourd'hui, transférer des connaissances directement dans un cerveau au niveau du tissu biologique, on n'y est pas. Et je pense qu'on va mettre un peu de temps avant d'y être. Pour être honnête, ça, c'est pas encore pour tout de suite. Mais tout ça questionne quand même le besoin d'apprendre. Il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années qui s'appelait Y a-t-il encore besoin d'apprendre? Et donc, quand je vois moi des publics avec qui je travaille qui sont en difficulté, issus de Pôle emploi ou autres, qui sont dans. Voilà, c'est pas des publics qui sont déjà dans une dynamique d'apprentissage extrêmement élevée. Et puis, bah, tout ça ne va pas forcément les aider. Voilà. Donc, on a tout ça, la disparition du formateur, de l'apprenant, du savoir. Quels sont les freins qui vont nous permettre d'éviter quand même de prendre peur avec les 3 dernières slides et de prendre un peu de recul? Alors, ça marche plus. Je peux plus passer les slides. Bon, c'est pas grave. Je vais vous le faire à l'oral en attendant, et puis quand vous voyez les slides, on en reparle. Un des freins, c'est le coût. Denis en parlait tout à l'heure aussi, coût monétaire, hein, ChatGPT, c'est 700 000 dollars par jour. Ça a coûté 100 millions de dollars à créer. Sauf qu'aujourd'hui, ils font 60 millions par mois de chiffre d'affaires, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est juste qu'il y a un moment, en fait, quand on veut utiliser de l'IA, il faut payer. C'est-à-dire que quand moi, mes clients viennent me voir et me disent on veut intégrer ça, je fais OK, vous voulez payer comment? C'est-à-dire vous voulez payer OpenAI directement, vous voulez l'utiliser. Ou alors, sinon, on peut utiliser des modèles open source, mais il faut payer les serveurs qui sont des cartes graphiques à plusieurs milliers d'euros par mois. Donc dans tous les cas, il y a un moment où il va falloir payer. Et moi, les OF que je côtoie, ils n'ont pas forcément l'argent pour le faire, hein. Que ce soit aussi les gros comme le CNAM ou autres, il n'y a pas forcément des sous pour utiliser ces modèles.
Il y a un coût écologique aussi. Le coût écologique qui est effectivement, moi j'avais en tête 66 requêtes à ChatGPT, c'est l'équivalent de CO2 de 1 km en voiture, pour rendre les choses très concrètes, quoi. Voilà. Il y a les besoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des multiplicité de plateformes technologiques qui existent, et c'est difficile aujourd'hui encore de combiner l'ensemble pour répondre aux besoins pédagogiques concrets. Parfois, on se dit, ok, c'est cool, ça génère des images, mais qu'est-ce que j'en fais, quoi? Donc aujourd'hui, c'est pas encore forcément évident pour tout. L'affordance dont parlait Denis tout à l'heure. Et puis aussi, parfois on forme à des domaines d'activité qui sont très spécifiques. Et aujourd'hui, c'est des modèles d'IA un peu généraux qui existent. Et on sait que les modèles d'IA généraux sont pas forcément aussi bons que des modèles spécifiques. Par exemple, il y a des modèles qui ont été entraînés sur des données de droit et ils répondent beaucoup mieux que ChatGPT à des questions de droit. Donc aujourd'hui, tous ces domaines spécifiques n'existent pas encore. Tout ce qui est lié à l'accessibilité aussi. On parlait d'interopérabilité des modèles, mais aussi d'interface. Par exemple, Adobe a très bien fait ça avec Firefly, qui est leur IA de génération d'images, qui permet en fait d'intégrer dans Photoshop directement la génération d'images. Et donc petit à petit, on va voir apparaître ça dans nos outils pédagogiques, les Adobe, les Captivate, les choses comme ça, les outils qui vont nous permettre de générer du contenu pédagogique et autres. Et petit à petit, ça va s'intégrer de plus en plus avec juste un bouton, on appuie et ça génère tout automatiquement. Donc ça, d'ici cette année, ça devrait arriver directement dans les logiciels. Mais pour l'instant, ça reste encore un peu un frein technique, parfois pour certains, d'aller combiner différentes IA. Il faut être un peu technophile pour l'instant encore. Il y a tout l'aspect réglementaire qui peut aussi endiguer un peu l'intégration des IA pédagogiques. Alors très clairement, la Chine n'en a pas grand-chose à faire. Les États-Unis affichent une image d'éthique, mais à partir du moment où il y a du business, ils vont y aller. Et en fait, il y a juste en Europe où on se pose encore un peu des questions sur tous ces sujets-là. Donc c'est comment on ne prend pas trop de retard non plus d'un point de vue technique, tout en respectant une certaine régulation des utilisations qui peuvent être parfois un peu limites. Et enfin, le frein qui me paraît le plus important, c'est le frein psychologique, c'est l'inertie des acteurs, entre autres liés à leurs convictions personnelles, aussi, par exemple des formateurs qui se disent moi je veux pas avoir un impact écologique trop important, ou alors moi j'ai pas envie de perdre mon métier, j'ai pas envie de l'utiliser. Voilà, il y a aussi ces freins-là qui peuvent être en place. Je sais pas, je peux toujours pas changer de slide, bon tant pis. Et ma dernière slide, en fait, c'était juste qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de tout ça, en fait. Donc, on a vu qu'il y avait la manière de réfléchir à l'IA pédagogique avec le triangle qui nous permet d'avoir une approche didactique, pédagogique ou mathétique. Et qu'il peut y avoir la remise en question des différents acteurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça? L'idée, c'est déjà, dans un premier temps, de comprendre le fonctionnement, les capacités et les limites de ces modèles. Donc, je vous invite vraiment à aller les utiliser, même si ça peut paraître un peu flou parfois ou un peu difficile techniquement. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'intégrations web qui sont assez accessibles. Et donc, Denis, vous avez mis un exemple Tom App à essayer et à comprendre justement les limites de ce que ça peut faire, même si vous l'utilisez et puis vous dites ah bah non, c'est nul, ça fait pas ce que je veux faire. Bon, très bien, mais au moins vous voyez un peu où ça en est aujourd'hui, quoi. Un deuxième point, c'est de ne pas adopter les IA dans une simple optique de rentabilité financière. On a vu cette année des acteurs publics qui, au début de l'année, disaient nous, l'IA, c'est mort, jamais. Et puis cet été, déjà, ils étaient un peu en galère de formateurs pour rédiger du contenu pédagogique et qui ont passé l'été à utiliser des IA pour générer ce contenu, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui reviennent très rapidement sur leur point de vue éthique et financier en fonction de leurs besoins. Mais voilà, il va y avoir quand même des questionnements sur où sont les données, qui y a accès, leur véracité, leur validité. Et donc voilà, de ne pas juste rentrer là-dedans dans une optique de rentabilité financière. Et le dernier point, et là je rejoins tout à fait Denis, c'est inventer les usages de l'IA dans un paysage de l'apprenance. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des formations de formateurs, facilitateurs d'apprenance, pour accompagner en fait le changement de posture des formateurs qui sont souvent des experts
et qui voient un peu la remise en cause de leur métier, parce que justement toutes les connaissances déclaratives qu'ils peuvent transmettre, aujourd'hui sont grandement accessibles par les IA. Donc quelle est la place du formateur aujourd'hui sur le terrain? Comment est-ce qu'il il va changer sa posture pour accompagner plus la création d'un environnement qui va permettre à chaque apprenant de se saisir de ses connaissances, de ses compétences, mais d'en faire sens et dans une optique de développement sur le long terme, d'apprentissage tout au long de la vie, quoi, en fait. Voilà, et donc ça pose ce genre de questions. Donc désolé pour les slides qui n'ont pas passé à la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de rester clair dans mon propos. Merci Raphaël. Il y a des tonnes de questions et d'échanges, c'est fantastique. Peut-être, du coup, il reste que 4 minutes, en fait, une question, j'en prends une qui m'a un peu alerté, enfin, effectivement, ça peut sembler vertigineux tout ça, quoi. Ça peut faire peur. Et donc, une question qui est quel conseil pour une intégration raisonnée, responsable, éthique de l'IA en pédagogie? Vraiment, comment c'est un peu difficile comme C'est question, super c'est un top peu large question. et Je ne vaste. connais pas la personne qui a posé la question, donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on est là pour accompagner certaines organisations qui ont besoin d'aide sur ces sujets-là, parce que en fait, ça dépend tellement du contexte de chacun. Ça dépend de la maturité à la fois, parce qu'il y a différents acteurs qui vont être impactés quoi, dans l'organisation, que ce soit les formateurs, les apprenants, les tuteurs, les accompagnateurs, les organisations partenaires si on est sur de l'apprentissage. Enfin, donc, ça, vraiment, c'est impossible de répondre à cette question de manière globale, quoi. Ou en tout cas, j'ai essayé de le faire, je pense, dans cette présentation, quoi, déjà, en tout cas, de donner des pistes de réflexion sur justement à quoi on doit faire attention et comment prendre les décisions, quoi. Mais sans connaître le contexte de la personne, c'est difficile d'y répondre. Peut-être une autre question, un peu plus peut-être philosophique, posée par Sylvie là, à l'instant, en fait. Et la lettre d'Albert Camus à son instituteur, dans ce nouveau paysage, quelle place pour l'investissement affectif de l'apprenant en direction du formateur? Pour le désir de la rencontre avec celui qui enseigne. Effectivement, l'humain dans tout ça, où est-ce qu'il est? Ouais, alors ça c'est un un gros point de manière plus générale, c'est-à-dire que moi, enfin d'un point de vue psychopédagogique, j'ai moi-même été très sensible à ça dans mes études. Quand j'étais petit, j'étais très sensible à l'aspect affectif avec mes profs. Et je vois bien que ça m'a joué des tours. Donc moi aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à accompagner l'autonomie des apprenants pour quasiment s'en détacher un petit peu. Je sais bien qu'il y a des profs et des formateurs qui peuvent avoir un impact énorme de manière émotionnelle sur nos parcours, mais j'ai plutôt tendance à essayer d'accompagner les apprenants à se détacher de ça. Ça ne veut pas dire de le remettre en question enfin, l'IA peut aussi aider dans ce sens-là, hein. Comme je disais aujourd'hui, il y a beaucoup d'IA qui, qui travaillent, enfin, on travaille sur beaucoup de modèles d'IA émotionnels. Un autre exemple, c'est Google en ce moment qui travaille sur la gestion émotionnelle au travers des IA parce que eux, leur business model est complètement changé. S'ils imaginent que demain, ils vont devoir réussir à mettre des pubs dans des chatbots, il faut qu'ils sachent en fait quel est l'état émotionnel de la personne qu'ils ont en face d'eux juste au travers du texte pour savoir combien de pubs ils peuvent leur mettre, pendant combien de temps, à quel moment c'est optimisé, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a énormément de modèles qui sont travaillés là-dessus. Et donc, honnêtement, il y a des IA qui sont meilleurs que des humains. Par exemple, les humains reconnaissent à peu près à 77% les émotions au travers de la voix. D'accord? Si on parle à peu près à 77%, je peux reconnaître quelles sont les émotions dans ta voix. Et ben, les IA, c'est quasiment plus de 98%. Donc elles sont beaucoup plus précises. Donc bien sûr, il y a toujours ce côté humain qu'on n'arrivera jamais à enlever. Mais en même temps, les IA peuvent nous apporter aussi beaucoup d'informations sur, par exemple, je sais pas, la reconnaissance. J'ai entendu dire, je sais pas si c'est vrai, en Chine, apparemment, dans certaines classes, il y aurait des petits capteurs sur les têtes des élèves. Alors, je sais que dans les entreprises de BTP, par exemple, ils ont déjà foutu des casques pour savoir à quel moment les personnes se déconcentraient pour pouvoir leur foutre un avertissement pour qu'ils se reconcentrent plus et qu'ils travaillent mieux. Et j'ai entendu dire que dans des classes, il y avait aussi des petits casques qui étaient foutus aux élèves chinois avec une diode rouge et une diode verte sur la tête. Et si la diode rouge s'allumait, c'était que l'élève était plus concentré et donc que le prof devait intervenir. Donc là, on est dans des cas absolument extrêmes. Mais par contre, on pourrait avoir de la remédiation
sur justement des problématiques de concentration et d'attention. On voit bien aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes, que c'est des problématiques très très fortes, hein. Et même chez des adultes, on est complètement éclaté, on nous demande de faire plein de choses dans toute la journée, et on a du mal à garder notre attention et notre concentration très longtemps sur des sujets. Donc on pourrait avoir des IA qui, par exemple, pourraient nous aider, nous guider à mieux nous concentrer, à mieux gérer les émotions qui peuvent nous traverser. Donc ça, c'est des choses qui sont envisageables, qui ne sont pas encore tout à fait au point, pour être honnête, mais ça fait quand même déjà plusieurs années que ce genre de choses existe et que ça s'améliore, quoi. Donc je dirais que enfin, j'ai un peu tourné autour du pot là de cette question, mais ça va. Je pense qu'il y a des choses bien à prendre et il y a des choses qui peuvent faire très peur aussi. Mais bon, voilà. Bien, merci. Du coup, on va peut-être rester sur cette note positive. On va vous remercier tous les deux pour votre intervention. En fait, je lisais le chat en parallèle. En fait, il y a beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de remerciements, voilà. Donc, ça montre qu'il faut continuer la réflexion, aller au-delà. Donc, effectivement, on vous rappelle que on a plein de groupes de travaux au FOD et un groupe de travail qui va produire un certain nombre de choses sur cette thématique-là, et que, bien entendu, tous les replays de ça sont en ligne et disponibles. Aurélia ou Denis? Oui, si tu m'autorises un mot, je travaille avec une entreprise qui s'appelle DigitalMet à créer une fresque de l'IA pour continuer à réfléchir. Si ça intéresse des personnes de voir un petit peu tous ces enjeux, on les invitera à réfléchir avec nous. Voilà, c'était juste ce petit point. En tout cas, merci pour ce temps dense et riche. Oui, on mettra tout ça sur... Est-ce que tu peux couper ton micro? On mettra tout ça sur le site du FOD. Donc, la frasque de l'IA proposée par Denis, un ensemble d'autres ressources, plus le diaporama qui vous a été présenté. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi, effectivement. Vous étiez très nombreux à suivre ce webinaire de rentrée, une rentrée sur les chapeaux de roue. Je vous remercie tous les trois chaleureusement. Et puis, on se retrouvera pour le prochain webinaire au mois de février. Voilà, d'ici là, une bonne continuation. Au revoir. Bonne journée à tous.